On peut survivre à tout sauf à ce qu'on n'a jamais pardonné. Dans une pièce sobre presque nue, seule une lumière douce vient caresser les traits d'un visage figé dans le temps. À 86 ans, Catherine Deneuve ne bouge pas beaucoup, mais chaque regard, chaque battement de cils semble encore peser plus que 1000 mots. Une cigarette éteinte repose entre deux doigts, immobile, comme si elle n'avait jamais été allumée, ou comme si elle s'était consumée toute seule dans le silence. Ce jour-là, la caméra n'est pas intrusive. Elle se tient à distance respectueuse. Il y a quelque chose de sacré dans cette rencontre. Catherine Deneuve ne vient pas pour confesser. Elle ne vient pas pour régler ses comptes. Elle vient pour dire ce qu'elle n'a jamais dit, mais qu'elle n'a jamais cessé de penser. Depuis plus de 60 ans, elle incarne l'élégance à la française. Une beauté de marbre impassible. Une voix douce mais ferme. Une présence qui impose le respect sans jamais l'exiger. On l'a crue distante hautaine, on l'a dite inaccessible, mais ce que beaucoup ont refusé de voir, c'est qu'elle n'oubliait rien. Ni les gestes, ni les regards, ni les trahisons, ni les tentatives de rivaliser avec elle, de la bousculer, de l'éclipser. Deneuve a traversé les décennies comme une silhouette de velours dans un monde de bruit. Et dans ce silence, elle a enfermé bien des noms. Des noms qu'elle n'a jamais criés, jamais insultés, mais qu'elle a rayés un à un de sa mémoire intime. Aujourd'hui, dans un souffle sans colère, sans indulgence non plus, elle accepte de les nommer 5 femmes qu'elle n'a jamais pu supporter. Numéro 1, Brigitte Bardot. Brigitte Bardot. Le nom claque comme une gifle dans l'histoire du cinéma français. Un mythe à elle, seule incarnation d'une liberté charnelle sauvage presque indécente. Face à elle, Catherine Deneuve, son exact opposé, la glace contre le feu, le retrait contre l'exubérance, le murmure contre le cri. 2 femmes qui n'avaient besoin ni de se parler, ni de se croiser pour se détester silencieusement. Elles étaient les 2 extrêmes d'un même fantasme. L'une incarnait le soleil cru de Saint-Tropez, l'autre l'ombre feutrée des salons parisiens. Dès les années 60, les médias ont flairé le contraste. Les journaux en faisaient leurs unes, les dîners mondains s'en régalaient. On opposait leurs démarches, leurs regards, leurs rires, leur silence. Et surtout, leur manière de prendre possession de l'écran. Dans les années 70, un producteur imagine l'impensable réunir Bardot et Deneuve dans un même film, 2 héroïnes, 2 présences, incandescentes, un seul cadre. Il espérait un choc esthétique, un miracle visuel. Mais dès la lecture du scénario, Catherine dit non, sans hésitation, sans négociation. Quand un journaliste lui demanda plus tard pourquoi elle répondit le regard fixe « Ce n'est pas une femme que je regarde », ce n'était ni de la jalousie, ni de l'envie, c'était du rejet pur. Deneuve méprisait le style Bardot trop nu, trop bruyante, trop offerte. Elle n'aimait pas son rire éclatant, ni ses causes tonitruantes, ni cette manière de faire de ses blessures un spectacle public. Elle, au contraire, les gardait enfermées. Elle les protégeait comme on protège un cristal fêlé avec distance, pudeur, silence. Un jour, elle se croise par hasard sur un plateau de télévision. Brigitte, fidèle à elle-même, tente un sourire. Deneuve ne bronche pas. Elle tourne la tête, comme si ce geste avait à lui seul le pouvoir d'effacer l'autre. Un technicien racontera plus tard, l'air est devenu glacial instantanément. Elles n'ont jamais tourné ensemble, jamais partagé une scène, un dialogue, un regard complice, et peut-être était-ce mieux ainsi. Car dans l'univers de Catherine Deneuve, il n'y avait pas de place pour le vacarme. Sur un même écran, 2 absolus ne peuvent cohabiter. L'un doit s'éteindre pour que l'autre brille. Et Deneuve, elle n'a jamais toléré l'ombre. Numéro 2, Jeanne Moreau. Il n'y eut jamais de dispute, ni de cris, ni même de véritable dialogue. Entre Catherine Deneuve et Jeanne Moreau, il y avait seulement une frontière invisible, mais infranchissable. Une ligne silencieuse tracée entre 2 époques, 2 conceptions du jeu, 2 visions de la femme à l'écran. Quand Catherine arrive dans le paysage du cinéma français, Jeanne Moreau y règne déjà. Voix rocailleuse, regard fiévreux, geste habité, elle impose la passion, la parole, la provocation douce. Elle est l'orage dans un ciel clair, Deneuve, elle, entre autres, en silence. Avec des gestes contrôlés, un visage impassible, une retenue, qui devient style. On la devine là où l'autre s'affirme, on l'interprète là où l'autre se raconte, elles ne tourneront jamais ensemble. Et pourtant, leurs trajectoires n'ont cessé de se frôler. Les mêmes réalisateurs, Truffaut, Demy Buñuel. Les mêmes scripts proposés souvent à l'une, après avoir été refusés par l'autre, et surtout les mêmes journalistes avides de les opposer. L'ardente et la glacée, l'intellectuel et l'énigmatique. La gouaille contre le mystère, Moreau haussera souvent les épaules lorsqu'on lui posera des questions sur Deneuve. Elle répondra vaguement, avec un sourire de condescendance. Deneuve, elle ne répondra pas, mais elle écoute, elle note, elle n'oublie pas. Un jour, dans un festival prestigieux, elles sont invitées à remettre un prix ensemble. Jeanne Moreau prend la parole. Elle s'élance dans un discours improvisé sur les actrices trop lisses, trop fabriquées, trop parfaites pour être vraies.
Deneuve ne dit rien, son visage ne trahit aucune émotion. Mais plus tard dans la loge, elle confiera d'une voix basse presque inaudible « L'intelligence n'autorise pas le mépris ». Ce jour-là, elle a compris qu'il n'y aurait jamais d'estime entre elles, ni échange sincère, ni reconnaissance partagée. Elle trouvait en Jeanne Moreau une forme d'arrogance, une manière de se croire au-dessus du jeu de parler de cinéma comme d'un territoire conquis et non d'un lieu fragile. Deneuve, elle croyait à l'effacement, à l'idée que l'actrice doit disparaître derrière le rôle, que l'art véritable se niche dans la retenue, pas dans la démonstration. Avec Moreau, tout criait, tout débordait. Chaque apparition était un manifeste. Elles se sont croisées de nombreuses fois. Salon, cérémonie, coulisses. Toujours cette même mécanique froide d'une poignée de main absente un baiser, sans regard des gestes polis, mais creux. Comme si, entre elles, il n'y avait jamais eu de place. Seulement un espace tendu saturé de non-dits. Elle aimait parler fort. Moi, j'ai toujours préféré le silence. Dira un jour Catherine, sans jamais citer de nom. Et dans cette absence de contact de complicité, s'est forgée une distance plus forte que toutes les injures, le refus d'exister dans l'univers de l'autre. Numéro 3, Toni Marshall. Elle fut la seule femme réalisatrice à avoir dirigé Catherine Deneuve sans jamais vraiment pouvoir l'atteindre. Toni Marshall, première et unique femme à recevoir un César du meilleur réalisateur, portait en elle une vision du cinéma profondément humaine, intime, ouverte sur les autres. Et peu était-ce précisément ce qui déplaisait à Deneuve. L'histoire commence pourtant comme une promesse. Fin des années 90, Toni Marshall propose à Catherine le rôle de Madame Nadine dans Vénus Beauté Institut, une comédie douce amère peuplée de femmes fatiguées de solitude tendre et de dialogues suspendus. Le monde du cinéma applaudit 2 générations de femmes, 2 regards féminins enfin réunis. On s'attendait à une rencontre vibrante. Ce fut un frisson glacé. Dès les premiers jours de tournage, quelque chose s'est fissuré. Catherine n'aimait pas les répétitions longues, les discussions collectives, les tâtonnements créatifs. Elle venait du cinéma du cadre parfait, du geste maîtrisé du silence qui précède l'explosion. Toni, elle croyait au mouvement, à l'exploration, aux scènes réécrites sur le plateau. Une assistante racontera « Elle ne se parlait presque pas ». Toni souriait. Catherine répondait par des phrases courtes comme si elle n'était déjà plus là. La tension est montée discrète mais constante. Deneuve refuse certaines directions. Elle coupe des scènes sans explication. Elle impose des modifications que personne n'ose contester. Marshall, fine et digne en caisse, tente d'ajuster, mais sent chaque jour que quelque chose lui échappe. Le film pourtant rencontre un succès critique. Il obtient un César. Le public est touché. Mais Deneuve n'assiste pas à la cérémonie. Lorsqu'un journaliste lui demande plus tard si elle rejouerait pour Toni, elle répond sans détour « Non, une fois suffit, ce n'était pas un scandale, pas de cris, pas d'éclat ». Mais une forme de rejet glaçant sans appel. Deneuve trouvait Marshall trop douce, trop moderne, trop dans le dévoilement. Elle ne supportait pas ce que Toni appelait l'émotion vraie. Dans son cinéma à elle, l'émotion devait être tenue stylisée, presque étouffée, pas exposée comme une plaie vive. Elles ne se sont plus jamais revues. Même après la mort de Toni, Catherine n'a prononcé aucun mot public, aucune déclaration, aucune phrase de mémoire, rien. Comme si cette page n'avait jamais été écrite, ou comme si elle n'en valait pas la peine, mais ceux qui ont vu Deneuve sur le plateau de Vénus Beauté l'ont rarement vue aussi tendue, aussi silencieuse. Peut-être parce qu'au fond, cette collaboration l'avait dérangée plus qu'elle ne voulait l'admettre, non pas parce que Toni était incompétente, elle ne l'était pas, mais parce qu'elle incarnait tout ce que Catherine ne voulait pas montrer, la fragilité, la douceur, la vulnérabilité nue. Elle avait le cœur trop apparent. « Je préfère les cœurs fermés », aurait soufflé un jour Catherine, sans jamais citer de nom. Et c'est peu être là que c'est nicher le rejet dans cette incapacité à accepter que l'autre vienne toucher ce qu'on a passé une vie à protéger. Numéro 4, Isabelle Adjani. Elles ne se sont jamais donné la réplique, jamais partagé un plateau, ni même échangé un regard de connivence. Et pourtant, entre Catherine Deneuve et Isabelle Adjani, tout semblait déjà écrit. 2 reines dans un royaume trop étroit, 2 beautés irréelles figées dans le marbre du cinéma français. Mais 2 femmes que tout séparait. Adjani entrait dans ses rôles comme dans un incendie. Chaque film était une déflagration, une mise à nu, une confession déchirante. Elle pleurait, criait, tremblait. Elle brûlait devant la caméra. Catherine, elle restait lointaine. Elle caressait ses personnages, sans jamais s'y perdre. Elle contrôlait l'émotion comme on retient une larme trop visible. Pour elle, jouer ne signifiait pas s'abandonner. C'était au contraire une forme suprême de maîtrise. Cette opposition de style n'a jamais été formulée. Mais elle s'est incarnée dans 1000 détails. Dans les festivals, Adjani évitait Deneuve. Ou peu, était-ce l'inverse. On ne les voyait jamais côte à côte. Toujours dans les mêmes pièces, mais jamais dans le même cadre. Comme si le cinéma, ce grand miroir,
n'avaient jamais pu les refléter ensemble. Un projet de film avait pourtant tenté de les réunir dans les années 90, un drame familial, 2 sœurs et demie, 2 solitudes emmêlées. Le producteur en rêvait, Catherine a dit non immédiatement. Quand on lui demande pourquoi, elle répond presque amusée: « Je ne partage pas l'intime avec les volcans ». Ce n'était pas un refus de travailler avec une grande actrice, elle l'a toujours reconnue comme telle, c'était un refus de l'excès, du débordement, de la fièvre trop visible. Catherine détestait cette manière qu'avait Adjani de tout donner, de se consumer en public. Pour elle, le feu se maîtrise ou se cache. Il ne s'exhibe pas. Un jour, lors d'une interview télévisée, un journaliste ose poser la question: « Tourneriez-vous un jour avec Isabelle Adjani ?» Catherine marque un silence, puis sans hausser le ton, elle lâche: « Elle est dans un autre registre. Je préfère la suggestion à l'excès. » La phrase tombe comme une sentence, froidement, implacablement. Adjani ne répondra jamais directement, mais elle non plus ne cherchera plus jamais à croiser la route de Deneuve. Le rejet ici n'était pas lié à une rivalité de femmes ni à un conflit d'ego. Il s'agissait d'incompatibilité absolue, 2 écoles, 2 philosophies, 2 manières de concevoir la lumière, l'une comme un masque, l'autre comme une brûlure. Et dans cet écart infranchissable, c'est Catherine qui décide. Elle refuse, elle s'efface du projet, elle ferme la porte. Nous étions 2 rivières. Mais jamais le même lit, dira-t-elle plus tard à un ami scénariste. Et dans ce refus, il n'y avait ni colère, ni haine. Juste un besoin viscéral de préserver son monde. Un monde où le silence, la distance, le secret valant plus que toutes les confidences. Numéro 5. Chiara Mastroianni. C'est peu être le nom le plus inattendu de cette liste. Et pourtant, le plus cruel aussi. Car il ne s'agit pas ici d'une collègue d'une rivale ou d'une actrice admirée de loin. Il s'agit de sa propre fille, Chiara Mastroianni. Elle est née d'un amour intense, presque irréel, entre Catherine Deneuve et Marcello Mastroianni. Un homme que Catherine n'a jamais vraiment effacé de sa mémoire. Et pourtant, avec Chiara, quelque chose a toujours résisté. Une forme de distance, une retenue qui dépassait la pudeur, un silence trop long pour être innocent. Elles ont joué ensemble plusieurs fois. À l'écran, mère et fille partageaient l'image. Mais jamais la chaleur, jamais la complicité réelle. Leur rôle semblait toujours construit autour de l'absence du non-dit, de l'évitement. Comme si le lien n'était qu'un motif narratif et non une réalité vécue. Certains y ont vu une pudeur de génération. D'autres, un style hérité de Catherine, cette manière d'aimer sans effusion, de protéger l'essentiel derrière des portes closes. Mais ceux qui ont observé leurs échanges savent qu'il y avait plus. Quelque chose de froid, presque hostile, dans le regard de Deneuve face à sa fille. Un jour, lors d'une interview anodine, un journaliste demande à Catherine si elle est fière de la carrière de Chiara. Elle répond sans sourire: elle suit son propre chemin, et rien de plus. Pas un mot d'encouragement, pas une émotion partagée. Chiara, de son côté, parlera plus tard d'une mère lointaine, présente oui mais ailleurs, jamais vraiment là. Sur les plateaux, c'était encore plus flagrant. Catherine ne donnait rien, ou si peu. Elle corrigeait, reprenait, exigeait, et surtout, elle refusait toute improvisation, tout débordement, comme si elle craignait que l'émotion vraie la submerge, la trahisse. Elle pouvait fuir les autres. Avec Chiara, elle devait rester, et était-ce là que naît le rejet le plus dur, non pas celui de l'autre, mais celui de ce que l'autre nous renvoie. Catherine regardait Chiara comme on regarde une version incomplète de soi. Elle voyait ses doutes, ses hésitations, ses failles, et cela, elle ne pouvait le tolérer. Je n'ai jamais voulu être imitée, encore moins prolongée, aurait-elle confié un soir à un ami proche. Dans sa quête de contrôle, Catherine n'a jamais accepté l'idée d'héritage. Elle n'a jamais cru à la transmission, elle préférait l'icône solitaire à la lignée vulnérable, et Chiara, sans le vouloir, rappelait trop ce que Catherine avait être toujours voulu fuir: la tendresse, la faiblesse, la transparence. Elles se croisent encore, elles se montrent ensemble lors d'événements, mais toujours avec une pudeur de façade, une absence d'élan, une affection figée. Le lien existe, mais il semble suspendu comme une corde tendue entre 2 falaises. Et dans cette tension, c'est le silence qui parle le plus fort. On l'a souvent décrite comme froide, comme distante, comme une femme incapable d'embrasser l'autre, de se laisser effleurer. Mais peut être que Catherine Deneuve n'a jamais été ainsi. Peut être qu'elle a seulement appris très tôt à ne pas pardonner, à ne pas laisser le tumulte entrer, à ne jamais permettre à l'émotion de désarmer le silence. Elle n'a jamais crié son mépris, jamais insulté en public, jamais humilié les femmes qu'elle ne supportait pas, mais elle les a effacées, lentement, par des silences, des refus, des regards détournés, des portes qui ne s'ouvrent plus. Elle n'a pas cherché à se venger, elle n'a pas cherché à se justifier, elle a simplement choisi de s'éloigner, de ne plus croiser ses chemins,
Et dans ses choix, il y avait toute une philosophie, la maîtrise de soi comme rempart, l'élégance comme armure, la distance comme protection. Aujourd'hui, à 4-26 ans, elle ne cherche ni la réconciliation ni l'oubli, elle regarde derrière elle comme on ouvre une vieille malle au grenier. On y retrouve des gestes avortés, des scènes jamais tournées, des phrases jamais prononcées. Et surtout, des tensions restées intactes malgré les années, malgré les projecteurs. Le cinéma a besoin de conflits pour exister, mais certaines fractures ne cicatrisent jamais. Certaines blessures ne trouvent pas de mots, alors elles restent là suspendues dans le silence. Et peut être que ce silence, justement, était déjà une réponse.